À peine le dernier coureur a-t-il franchi la ligne d'arrivée de l'étape du jour que pour les organisateurs, c'est déjà en quelque sorte celle du lendemain qui commence, avec l'une des tâches les plus importantes de la course, le balisage. Effectué en milieu d'après-midi avec de la peinture biodégradable, c'est à préciser, il est évidemment indispensable pour les coureurs, mais il permet aussi d'établir un dernier contact avec les habitants des villages traversés le lendemain. C'est sans doute l'une des forces de cette épreuve, qui s'appuie sur une parfaite collaboration avec la population locale, une collaboration qui se construit pas à pas en prenant tout simplement le temps de faire connaissance. Le principe, c'est de voir une course très intégrée à la population, à l'environnement, donc on va voir les chefs de village, on passe partout, je ne dirais pas pour les autorisations, parce que c'est beaucoup mieux que ça, pour simplement, par civilité, annoncer qu'on vient, et donc ils sont toujours d'accord, donc c'est nécessaire et facile. Autre signe de la volonté d'associer les Dogons à l'épreuve, la composition du staff d'organisation. Les chauffeurs et les guides sont maliens. Par contre, l'encadrement médical est assuré par un médecin verviétois, Amelia Barreto dos Santos, aux petits soins pour les coureurs, et leurs pieds surtout, qui en ont bien besoin, mais aussi pour les Dogons qui n'hésitent pas, et c'est bien compréhensible, à faire appel à ses services. Quant à l'intendance, elle est gérée par un autre verviétois, Louis Albert, véritable cheville ouvrière de l'organisation. J'essaye un peu de pallier à tous les besoins. Bon montage des tentes, certains veulent dormir sous tente, d'autres veulent dormir au grand air. L'aide aux coureurs, assurer un ravitaillement, donc toutes ces petites choses-là, j'essaye de faire au mieux, suivant les conseils d'Alain aussi et de Fernand. Travailleur de l'ombre, il est là en quelque sorte pour le bien-être des coureurs, souvent à bout de force lorsqu'ils rejoignent l'arrivée. Quand j'aide un coureur à l'arrivée, je ne le vois pas tellement comme coureur, je le vois comme une personne qui a souffert sur le parcours. Et c'est plutôt dans ce cadre-là que je lui viens en aide, quoi. Et tout le reste, c'est pareil. Donc ce qu'on en retire beaucoup, c'est vivre une semaine avec des gens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout ce petit monde cohabite parfaitement, animé par la même motivation, faire de cette semaine malienne une aventure à jamais gravée dans les mémoires. Prendre part au trail du Pays Dogon, José Spitz y pensait depuis près d'un an. Aujourd'hui, il a sauté le pas. L'occasion pour lui de se lancer dans de nouveaux projets, relever le défi sportif d'abord et saisir la chance de découvrir de l'intérieur la vie du peuple Dogon. Et puis surtout témoigner. Professeur au Collège de la Providence à Herve, il veut transmettre un message à ses élèves. Rencontrer par exemple des élèves qui font 12-13 km à pied pour aller à l'école ou d'autres qui sont contents d'avoir une bouteille vide en plastique, en PVC pour se servir de bidon, c'est quand même assez extraordinaire et c'est vraiment cette démarche que je voudrais aller rapporter à mes élèves, à nos élèves en tout cas. Une démarche qui fera mouche si elle s'articule autour d'un projet concret, capable de motiver les jeunes Belges. Cela, José Spitz l'a bien compris, et ce projet il concerne l'école secondaire de Bandiagara, une école que l'enseignant hervien a visitée et qui offre un visage bien différent des nôtres. 192 élèves répartis en 3 classes, avec un corps professoral comptant 8 enseignants seulement. Collège de la Providence, il y a quelques jours seulement. En classe, en compagnie d'Alain Charlier, l'organisateur du trail, José Spitz raconte son voyage à des étudiants de 2e année. Pas toujours simple de mettre des mots sur des émotions. Donc on a été évidemment sensible quand on a vu à la première édition que les gens avaient vraiment besoin de beaucoup de choses. Et notamment les enfants, parce que quand on arrive là-bas et qu'on voit les classes, dans quel état sont les classes, bien souvent les classes c'est de la terre battue.
Il y a 2 demi-creilles pour écrire au tableau, un tableau qui est usé et usé jusqu'à la corde, si je peux dire. Il ne reste plus rien du tableau, et les chaises sont branlantes, donc c'est vraiment assez pénible de voir dans quelles conditions les enfants doivent étudier là-bas. Il est vraiment important d'expliquer aux jeunes qu'on vit dans une société qui est vraiment extrêmement fournie en tout produit de tout genre et que les vraies valeurs, les justes valeurs sont peut-être un petit peu ailleurs. Quant au projet, c'est au travers du carême de partage mené par l'école qu'il devrait voir le jour. L'objectif, financer la construction de nouveaux locaux. Les élèves là-bas sont en surpopulation dans les classes et il manque cruellement de locaux. Donc je crois que nos jeunes pourraient financer en tout cas une partie de ces locaux-là. Et le deuxième projet, c'est évidemment qu'entre eux, ils échangent finalement. Je crois que c'est les choses les plus essentielles, c'est qu'ils puissent à un moment donné, un jeune du Mali échanger avec un jeune ici de Herve et peut-être un jour, qui sait, se retrouver ensemble quelque part. Et pourquoi pas au travers d'un jumelage ou d'échanges entre le pays de Herve et le pays d'Ogon, de terres agricoles et de traditions, l'idée est, paraît-il, lancée. Nous sommes la veille du retour en Belgique. Des membres du staff d'organisation et certains coureurs visitent les associations qui ont bénéficié de leur aide. Une aide qui se veut concrète. L'argent récolté, 9 000 € cette année, doit permettre de donner vie à des projets élaborés par les habitants eux-mêmes. Les habitants qui de plus en plus se réunissent en association. Parmi ces associations, beaucoup sont le fruit de l'initiative de femmes. Les Maliennes prennent conscience du rôle qu'elles ont à jouer dans la société, un rôle longtemps minimisé et dont pourtant l'importance saute aux yeux. Monique Togo est présidente de l'association Touma Ibé qui rassemble une trentaine de femmes. Beaucoup d'entre elles n'ont pas été à l'école, elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Elles sont presque analphabètes. Donc il faut les aider pour qu'elles puissent au moins s'autoprendre économiquement. Et sur le plan social aussi, il faut que chacune d'elles arrive donc à subvenir aux petits besoins de la famille. Banque de céréales, fabrication de confitures et transformation de l'oignon, l'association Touma Ibé permet à ses membres de s'impliquer dans la vie sociale à Bandiagara. En créant en quelque sorte leur propre emploi, les femmes assurent leur avenir. On était moins bien habillés, moins épanouis, mais actuellement ça va, ça change petit à petit. Bon, il faut faire du temps, ça demande du temps, mais on pense que ça change. Et c'est assez concret et c'est voyant même. Même moi, je le sens. Un exemple de réussite encourageant qui ne doit cependant pas cacher la vérité. Au Mali, les femmes sont les premières à être touchées par la pauvreté et l'équité homme-femme est loin d'être une réalité. C'est donc au quotidien et dès leur plus jeune âge qu'elles doivent se prendre en main. Il faut que toutes les filles aillent à l'école. Et donc, il faut que la femme ne reste pas assise. Elle ne peut pas rester assise à la maison, dire que mon mari travaille, il va amener à manger et je m'assois. Non, il faut que tout le monde se débatte, que tout le monde se mette debout. Lentement mais sûrement, grâce notamment à des initiatives comme celle de Monique Togo, les choses bougent. Ne dit-on pas que la femme est l'avenir de l'homme? Au Mali, en tout cas, cette phrase semble prendre tout son sens.
Ils habitent à Fem, à 2 pas de chez nous, et pourtant c'est au pays d'Ogon que nous les avons rencontrés presque par hasard. Pour plus d'un mois, Marie-Rose et Marcel Dodion ont garé leur camion à Bandiagara, un MAN 4x4 racheté à l'armée belge qui leur a permis de rallier le Mali en 23 jours de route et de piste. Un trajet de 7500 km sans dépasser les 78 km à l'heure, ce n'est pas de tout repos. Et pourtant, pour Marie-Rose et Marcel, ce voyage prend des allures de pèlerinage. On rêve d'Afrique depuis des années. Alors l'année dernière, on a fait un break de 4 mois dans notre vie professionnelle. On a pris notre voiture de tous les jours, la Jeep, donc on est parti avec une tente et on a fait un grand voyage en Afrique. Grand voyage qui, dans les coins qui nous plaisaient, on s'arrêtait 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Arrivé ici à Bandiagara, on est resté 1 semaine et puis encore 1 semaine et on ne savait plus décoller, on y est resté exactement 1 mois.